Merci, Monsieur le Président. Je vais être donc très bref pour cette introduction. Peut-être rappeler donc je m'exprime au nom de la section 4, qui m'a demandé de bien vouloir organiser cette séance. La section 4, c'est la section des sciences humaines et sociales. Et en fait, on a commencé, nous, à en parler entre nous à propos de la mobilisation de la recherche. Et le premier débat qu'on a eu sur cette question venait d'une réflexion qui a été menée, qu'on a menée au sein de l'ANR, avec Michel Griffon, Bernard Chevassus et d'autres, sur qu'est-ce qui avait changé avec 10 ans de programmation. Pour ceux que ça intéresse, vous avez dehors à votre disposition une vingtaine d'exemplaires d'un numéro des cahiers de l'ANR qui en rend compte, ainsi que d'un travail plus précis sur les analyses qui ont été faites avec des logiciels de traitement de texte pour savoir comment on avait analysé l'évolution des appels d'offres, des réponses, ainsi que les configurations des équipes et les consortiums qui sont constitués autour de ces 10 années. Et puis on s'est dit qu'effectivement, il y avait matière à faire une proposition d'une réflexion autour de l'agroécologie, mais je dirais en fonction de notre légitimité de la section 4. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les aspects techniques de ce que propose ce concept, mais on s'est dit que ça pouvait être quand même intéressant si effectivement, comme Paul Vial vient de le rappeler, ça intéresse l'Académie d'aller plus loin, et ça on pourra en discuter en fin de débat, de commencer déjà par se cadrer un peu. Donc on a pris 3 entrées, 3 regards. Un premier regard, donc, qui sera de Pierre Benoît, c'est l'histoire de la notion. Bon, ce n'est pas une notion qui est sortie ces dernières années en France, c'est une notion qui traverse des débats internationaux depuis des décennies, avec des exceptions très différentes, des réseaux qui sont constitués derrière. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ça, de savoir que ce n'est pas comme ça tout d'un coup qu'on s'est mis à y penser. Ensuite, on a demandé à Jacques Véry de nous dire comment un enseignant, un professeur d'agronomie dans une école d'ingénieurs, prend l'évolution de ces notions, de ces nouveaux mots qui arrivent, et comment il essaye de le traduire, de l'intégrer aussi à ce qu'il enseigne et à la manière dont lui il souhaite former les futurs ingénieurs agronomes. Et puis enfin, Guillaume Brun nous dira lui comment justement on met un concept comme ça, des idées, comment ça se met en politique, dans une histoire et aussi une dynamique des politiques publiques en matière agricole dans notre pays, qui essaye justement depuis une bonne vingtaine d'années d'ouvrir aussi sur des dimensions plus larges, plus diverses de ce que sont les pratiques agricoles. Donc ça sera les 3 exposés. 20 minutes, c'est la règle, de façon à ne pas faire un couloir d'1 heure. On ouvrira à la suite de chaque exposé pour 2 ou 3 questions de compréhension, en se gardant le débat à la fin, le débat qui, dans la perspective, bon, je crois que de ce que a réouvert Paul Vial et que je viens de reprendre, donc s'il y a une suite, comment ça s'organise, avec qui, quelles sont les autres sections intéressées, et quelles seraient les dimensions qui seraient intéressantes de creuser et d'approfondir. Voilà, Pierre Benoît. J'ai oublié de vous dire aussi, on a mis dehors les flyers du séminaire qu'on organise sur les légumineuses dans le Grand Sud, à la demande de l'Académie, qui se passera le 28 et le 29 septembre au lycée agricole de Carcassonne. Donc en lien avec la DGR et le CRLD. Donc vous avez une file de ce flyer dehors. Et ceux qui liront l'exposé de Jacques Véry, je vous invite à y tourner parce qu'il y prendra la parole également ce jour-là. Merci, c'était la page de publicité. Et c'était pour, bien entendu. Alors, Pierre Benoît-Joly. Bien, merci Monsieur le Président, merci Bernard pour cette introduction. Merci à tous d'être là malgré les problèmes divers et variés. On peut dire que l'agroécologie constitue aujourd'hui un pilier à la fois de la politique agricole et de la recherche en France et dans de nombreux pays. Par exemple, concernant le ministère de l'Agriculture, depuis 2012, a été lancé un projet agroécologique qui vise
à généraliser les pratiques agroécologiques de façon à ce que, à l'horizon de 2025, je cite, une majorité des exploitations françaises soient engagées dans l'agroécologie. D'autres organisations au niveau international ont développé l'agroécologie et se mettent derrière le standard de l'agroécologie. Je mentionnerai simplement la FAO, la Banque mondiale, les CGIAR, l'OCDE, mais également aux échelles nationales, de nombreux projets visant à l'institutionnalisation de l'agroécologie sont mis en place. Du point de vue de la recherche, il y a également un engagement très important. Pour ne prendre que l'exemple de l'INRA, dans le document d'orientation 2010-2020, l'agroécologie est définie comme une des priorités transversales. Alors évidemment, cette situation, si on se reporte une quinzaine d'années en arrière, cette situation n'avait rien d'évident. En effet, il faut se souvenir qu'à l'origine, le projet agroécologique était porté plutôt par des chercheurs qui étaient plutôt marginaux et par des mouvements sociaux. En France, Pierre Rabhi est très associé au projet d'agroécologie, mais si on prend l'histoire de l'agroécologie de façon un peu plus large, en Amérique latine, l'agroécologie est très très liée au mouvement des petits paysans. Je reviendrai là-dessus. Et particulièrement en France, en fait, le rapprochement avec l'agroécologie est finalement assez surprenant. En 2009, dans un papier un papier de revue qui avait été publié par Wenzel Bellon et d'autres auteurs, les auteurs soulignaient la très faible fréquence de l'agroécologie dans les manuels, dans les dictionnaires d'agronomie et dans l'enseignement et dans la recherche en général. Donc on a vraiment un basculement qui en soi est intéressant. Le concept passe effectivement d'un état plutôt de marginalité à un état où il est investi par finalement de nombreux acteurs, des acteurs puissants et qui, dans certains cas, essaient d'en faire un nouveau standard pour l'ensemble de l'agriculture. Évidemment, la question qui va se poser, c'est de savoir quelles sont les implications concrètes de ces changements de politique, de ces changements sémantiques. Un tel changement n'est pas sans en rappeler d'autres. Par exemple, on peut se référer à l'émergence du développement durable. Il faut noter cependant une caractéristique essentielle de l'agroécologie. L'agroécologie constitue ce qu'on peut appeler un terme parapluie ou un terme chapeau. C'est un terme en fait qui se situe à la frontière à la fois du monde de la recherche, du monde des politiques agricoles, des mondes de la production et de la consommation. La propriété d'un terme parapluie, c'est qu'il doit permettre de convaincre différentes audiences, il doit permettre de résister à différentes épreuves de nature tout à fait différente. Donc il faut qu'il soit à la fois pertinent et légitime du point de vue des politiques publiques. Il faut qu'il soit évidemment crédible du point de vue des engagements scientifiques. Donc je vais, dans cet exposé, en fait, développer ces trois piliers de l'agroécologie, ou ces trois mondes dans lesquels l'agroécologie doit se mouvoir. Donc je vais aborder systématiquement l'agroécologie comme ensemble de pratiques, l'agroécologie comme politique publique, et enfin l'agroécologie comme domaine de recherche. Donc l'agroécologie a ces exemples emblématiques qui permettent finalement de concrétiser ce qu'est l'agroécologie. Dans l'histoire de l'agroécologie, la référence à ce qui s'est passé en Californie dans les années 1980-90 revient systématiquement avec la façon dont il s'agit de l'agroécologie, mais surtout dans sa version lutte biologique intégrée, dont l'agroécologie a été utilisée pour résoudre un certain nombre de problèmes auxquels était confronté le verger californien, notamment les productions de poires et les productions d'amandes. Le deuxième exemple a trait en fait au développement plus récent des techniques de culture sans labour. On pourra revenir là-dessus et je pense que Jacques Véry sera beaucoup plus
pertinent sur cette question que je ne peux l'être, mais il y a eu un développement extrêmement important de ces cultures sans labour, des techniques de l'agriculture de conservation et plus généralement en fait d'un changement dans les pratiques culturelles qui conduit à faire des cultures sous couvert végétal permanent. Ces techniques se sont diffusées à très grande échelle au Brésil, en Argentine et aux États-Unis. En France, des groupements de CETA comme le groupement Agrodoc ont beaucoup développé ces techniques. Donc on a du point de vue des pratiques, et j'insisterai pas plus là-dessus, un foisonnement d'exploration afin de mieux comprendre, par exemple, le rôle de la couverture végétale permanente du sol, le rôle des cultures associées et des rotations. Alors vous pourriez dire, en fait, mais tout cela c'est assez évident, c'est des choses que l'on faisait auparavant. Il y a dans l'agroécologie, en fait, un recyclage assez général de techniques qui existaient précédemment, et donc tel M. Jourdain beaucoup pratiqué l'agroécologie sans le savoir ou sans le dire. Donc il y a un processus avec l'agroécologie qui est un processus de réétiquetage, c'est-à-dire qu'on qualifie agroécologie des choses qui existaient avant que les projets ou l'étiquette agroécologique n'existe. Il me semble que il y a quand même quelque chose de nouveau, c'est le projet global, c'est également le fait que il y a un certain nombre de principes qui définissent non pas le projet en substance, le projet d'agroécologie substance, mais qui le bornent par un certain nombre de caractéristiques. Dans l'histoire de l'agroécologie, les travaux de Altieri sont très importants, et donc Miguel Altieri a défini cinq principes généraux. Vous les avez sous les yeux, je n'insiste pas là-dessus. Donc il y a tout un domaine de pratique qui se développe, une espèce de foisonnement, d'expérimentation, et en soi c'est quelque chose qui est important et qu'il faut suivre. Actuellement on a des développements d'observatoires des pratiques de l'agroécologie. On observe l'agroécologie sans vraiment la définir en substance, mais on observe un certain nombre de pratiques qui se revendiquent comme telles. Deuxièmement, l'agroécologie comme projet politique, j'irai assez vite là-dessus et Guillaume Brun reviendra sur ces questions. Je voudrais juste insister sur une tension centrale entre l'agroécologie comme science au service de l'agriculture paysanne et de la souveraineté alimentaire, et donc un lien très fort entre l'agroécologie et certains mouvements sociaux. Et j'illustre cela avec une espèce de webométrie un peu sauvage. Si vous faites des associations entre agroécologie et Monsanto d'un côté, puis agroécologie et Via Campesina de l'autre, ben en fait, vous voyez que la nature des associations est très différente. On voit qu'il y a une très forte affinité entre agroécologie et Via Campesina, alors que concernant Monsanto, évidemment, la contradiction est mise en scène. Monsanto et la guerre sur l'agriculture, Monsanto et l'agroécologie, la guerre sur l'agriculture, l'agroécologie comme une alternative à Monsanto, etc. etc. La deuxième dimension en fait, de l'agroécologie comme projet politique, c'est ce qu'on voit se développer en France, l'agroécologie comme un support de politique publique. Et là, en fait, on n'a pas du tout les mêmes affinités, on n'a pas du tout les mêmes liens avec les mouvements sociaux, puisque comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'objectif du projet agroécologique, c'est une généralisation des pratiques de l'agroécologie de façon à ce que, à l'horizon 2025, de nombreuses exploitations agricoles françaises pratiquent l'agroécologie. Donc, on peut qualifier en fait cette version du projet d'agroécologie comme politique publique comme une version assez pragmatique, hein, sur laquelle il faudra revenir, définie par un ensemble assez hétérogène de techniques, d'objectifs, de fonctions, de domaines technoscientifiques, et en fait
alors que pour le premier projet, on est vraiment sur des valeurs fondamentales et sur une association entre le projet agroécologique et un projet de transformation sociale et sociétale. Dans le projet du ministère de l'Agriculture, en fait, on transforme la référence à ces valeurs par une référence à des valeurs que l'on peut mesurer, à des objectifs techniques. Alors, et ce transparent illustre bien le fait qu'on se situe dans des approches où on essaie de rééquilibrer en fait les différentes dimensions de la production agricole. Alors, évidemment, toute la question de la métrique, de la définition des indicateurs et de la métrique est centrale, mais il y a là une espèce d'effort d'objectivation qui est extrêmement important dans le projet pragmatique. Et puis, l'agroécologie, c'est aussi aujourd'hui un enjeu économique pour un certain nombre d'acteurs. J'irai assez vite là-dessus, mais comme vous le savez, un certain nombre de coopératives du Grand Ouest se sont engagées alors, dans l'agroécologie au sens large, c'est-à-dire c'est plutôt dans ce cas-là l'agriculture écologiquement intensive, projet qui a été beaucoup promu par notre confrère Michel Griffon, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais d'autres acteurs s'emparent de l'agroécologie, comme McDonald's France, qui a depuis 2010 un projet agroécologie avec l'organisation de concertation de parties prenantes pour définir ce que sont les 50 techniques à recommander à ces producteurs pour la production de son blé, de ses salades, de ses poulets, de ses bœufs et de un cinquième produit. Peut-être les tomates, non les pommes de terre. Ok, j'en viens à mon troisième point, l'agroécologie comme domaine de recherche. Je m'appuierai là sur les travaux qui ont été faits dans mon labo par Marc Barbier et donc par des études de scientométrie. Mais tout d'abord, en fait, il faut se souvenir que l'agroécologie comme domaine de recherche ne date pas d'hier. Quand on fait l'histoire des publications sur l'agroécologie, en fait, les premières publications qui indiquent l'utilisation d'approches écologiques à des fins d'études agronomiques datent des années 1920 aux États-Unis. Évidemment, on a un développement très important de l'agroécologie depuis les années 1980, avec notamment les travaux de l'école de Berkeley et plus généralement de l'Université de Californie. Quand on suit en fait l'évolution des publications de l'agroécologie, on voit qu'il y a un premier palier assez fort entre 1995 et le début des années 2000, et puis ensuite une croissance très très forte, et c'est le phénomène qui est vraiment très important, depuis 2005. Évidemment, la question qui se pose pour l'agroécologie et pour toutes ces mesures, c'est la définition de l'agroécologie. Donc, ce qu'on fait quand on fait de la scientométrie là-dessus, on ne recherche pas simplement le terme agroécologie dans le titre, dans les mots-clés et dans les résumés, mais on fait par des méthodes d'extension lexicale un corpus plus complet. On pourra revenir là-dessus. Alors, quand on essaie de faire la cartographie des thématiques de l'agroécologie à partir d'un traitement systématique des publications, et là on utilise systématiquement le texte du titre, des mots-clés et des résumés, on arrive en fait à une carte qui conduit à distinguer trois types de recherches. Les premières sont des recherches, disons, biotechniques à l'échelle de la parcelle, études des sols, et donc de la matière organique et de la minéralisation. Ensuite, la nutrition, concernant notamment l'azote et le phosphore, toutes les questions de bioabsorption et de biodisponibilité, les rotations et les cultures associées, la lutte biologique intégrée. Un second ensemble est constitué par des recherches interdisciplinaires au niveau des paysages ou des systèmes alimentaires, donc usage des terres agricoles et dégradation environnementale, management des paysages et biodiversité, zones agroécologiques, systèmes alimentaires au sens large. Et puis enfin, des recherches sur les services écosystémiques.
Donc ça, c'est le paysage très global de l'agroécologie tel qu'on peut le dessiner à partir d'un traitement systématique. Et là, on a utilisé les données du Web of Science et un traitement lexical que nous avons sur notre plateforme Cortex au LYSIS et à l'IFRIS. Ce qu'il est important de préciser, c'est que du point de vue des recherches, l'agroécologie ne concerne pas simplement la parcelle ou l'exploitation agricole. En fait, elle concerne également des niveaux d'autres échelles, notamment toute la question qui se pose de en fait, l'application, enfin, de la définition de l'agroécologie comme l'application de l'écologie à l'étude, à la conception, à la gestion et à la gestion des systèmes agroalimentaires dans leur ensemble et à des échelles qui peuvent être extrêmement globales. Une autre vision de la recherche sur l'agroécologie, c'est celle qui a été produite dans le document dont parlait Bernard, c'est-à-dire à partir de tous les projets financés par l'ANR dans les programmes Agriculture, Développement Durable, Systera et Agrobiosphère, c'est-à-dire 80 projets de recherche qui ont mobilisé une grande partie de la communauté scientifique au niveau national. Et là, on voit un découpage qui ne recouvre pas complètement celui qu'on avait vu, mais qui est assez proche. Dans les projets en fait, qui ont été financés par l'ANR, on note l'importance des sciences sociales, concernant notamment toute la question de la régulation des activités humaines dans des objectifs de durabilité, mais également tout ce qui concerne la régulation des pressions biotiques et anthropiques. Je passe très vite là-dessus, mais il me semble qu'un point extrêmement important concernant les recherches sur l'agroécologie concerne finalement le type de recherche dont il s'agit. Et un certain nombre d'auteurs mettent l'accent sur le fait que les recherches en agroécologie sont très liées à un projet de transformation des systèmes alimentaires. Et donc il y a un lien très fort qui est constitutif dans les recherches en agroécologie entre la production de connaissances et une visée transformatrice. Et donc de ce point de vue, il me semble qu'il faut mettre l'accent sur le fait que l'agroécologie se situe dans ce que les sociologues des sciences ont qualifié de mode 2 de la recherche, donc des recherches qui sont faites dans des contextes d'action, des recherches où les questions ne sont pas liées à la dynamique interne du milieu académique, mais sont liées à une confrontation, à des contextes d'action, à des problématiques qui sont en partie construites par les acteurs. Il faudrait discuter de cela, mais il me semble que c'est d'une certaine façon quelque chose qui n'est pas du tout original concernant la recherche agronomique. Il me semble que c'est constitutif aussi de la recherche agronomique. Alors, en conclusion, très rapidement, j'ai mis l'accent sur le fait que concernant les pratiques, on a quelques exemples emblématiques. Ce qui peut donner une cohérence à ces exemples qui ressemblent parfois à des inventaires à l'après-vert, ce sont des principes fédérateurs. Ce qui me semble vraiment très important à suivre, c'est le fait qu'on a aujourd'hui de nombreuses expérimentations collectives qui se déroulent, et ça c'est quelque chose qu'il est nécessaire d'observer et de suivre. Sur la question des politiques, en fait, on a une tension assez forte entre le projet d'origine, qui est un projet d'alternative de défense d'une agroécologie paysanne, qui est en tension avec un horizon aujourd'hui défini, notamment dans un plan comme celui du ministère de l'Agriculture, un horizon pour l'ensemble des exploitations agricoles ou pour un maximum d'exploitations agricoles. On pourrait discuter de ce point de vue du précédent de l'agriculture raisonnée. Investissement de nombreux acteurs, notamment des acteurs économiques, et on a, du point de vue des recherches, un espace qui est radicalement pluridisciplinaire, une croissance qui est forte, une recherche en mode 2 avec des interactions très très fortes avec des données qui seront produites par les acteurs, les collectifs d'agriculteurs qui
réalisent ces expérimentations. Une question qui se pose concernant le développement de l'agroécologie, c'est finalement les faiblesses qui sont liées à son caractère pluriel et à sa plasticité, et le fait qu'aujourd'hui, du point de vue de la recherche, on peut se demander, et ça fait, je pense, la transition avec l'exposé de Jacques Véry, s'il y a réellement un concept ou un ensemble de concepts centraux qui permettent de définir, comme l'aurait proposé Thomas Kuhn, l'agroécologie comme un champ scientifique autonome. Merci pour votre attention. Si vous le voulez bien, on va poser seulement 2 ou 3 questions de compréhension par rapport à ce qui a été dit pour laisser suffisamment de temps au débat global tout à l'heure. Oui, Nadine Villiers. Merci pour cet exposé remarquable, très rapide. Alors, je voudrais demander simplement, est-ce qu'on pourrait revenir sur les 5 principes d'Altieri en 93? Alors, je suppose que ce sont des principes fédérateurs. Est-ce qu'il n'y a pas de discussion là-dessus? Voilà. Merci. Oui, alors, ce sont des principes fédérateurs, mais qui sont très discutés. Et donc aujourd'hui, en fait, la liste des principes, elle s'étend à 13 principes. Hein. Donc il y a des principes qui ont été rajoutés. Donc là, ce qui est intéressant dans les principes d'Altieri, je ne l'ai pas précisé, mais c'est que finalement, ils conduisent à circonscrire le projet agroécologie d'un point de vue finalement de l'intervention technique. Les principes qui ont été rajoutés en fait conduisent à élargir la conception de l'agroécologie, à la fois du point de vue de la production et de l'utilisation de connaissances, et en même temps en termes de projet social et donc de relations entre l'agriculture, ses utilisateurs, mais plus globalement l'agriculture et la société. Mais ces principes en fait de recyclage de la biomasse, de garantie des conditions du sol donc favorables à la croissance de la plante, la gestion microclimatique, la diversification génétique, des synergies biologiques, en fait c'est une déclinaison d'un certain nombre de principes écologiques à l'activité agricole. Mais ça, je pense que Jacques reviendra sur ces questions. Donc il me semble, mais moi je ne suis pas un spécialiste de l'agroécologie, un praticien de l'agroécologie, il me semble que ces principes-là ne font pas vraiment de discussion, mais je laisse là. Autre question, monsieur. Je suis attiré par la biomasse. Je voudrais savoir, en ce qui concerne la microbiologie des sols, on connaît sa cartographie, mais on en a eu pour les bactéries. Est-ce qu'on a tous les savoirs qui fait quoi, comment ça se transforme et pourquoi? Concernant les bactéries. Parce que, alors là, je vote en. C'est peut-être pas un rappel à l'ordre, là c'est peut-être juste limité aux questions de compréhension par rapport à ce qui avait été dit. Or, le mot bactérie n'ayant pas été prononcé, c'est une question qui voit le masque. Merci, Monsieur le Président, mais je pense que Jacques aura à cœur de venir sur ce type de questions. Mais effectivement, enfin, la microbiologie des sols est un enjeu fondamental concernant le développement de l'agroécologie. Et si vous prenez le document Agriculture Innovation 2025 qui a été remis récemment au ministre, l'agroécologie est très centrée sur cet objectif, en fait, de connaissance de la microbiologie des sols, mais dans un but de connaissance et d'action à partir de là. Oui, merci. J'aurais aimé savoir comment ce terme d'agroécologie s'est frayé la voie en France après l'apparition des termes d'agriculture durable, qui a fait un petit peu allusion. Il y a eu l'agriculture écologiquement intensive qui a été développée par notre collègue Grichon. Peut-être il y a eu la multifonctionnalité de l'agriculture qui était apparue au
pas une sorte de géologie ou de généalogie dans la succession de ces termes? Alors pour l'instant, je peux décrire les couches, mais je ne peux pas expliquer leur succession, Bertrand. Donc, ce qui me semble important de souligner, c'est la fréquence de renouvellement de la sémantique. Et donc, c'est une question centrale dont on discutait tout à l'heure avec Jacques, je pense qu'il reviendra là-dessus. La question, c'est de savoir combien de temps le vocable de l'agroécologie durera, et s'il durera assez, de façon à réellement percoler sur le plan des pratiques, sur le plan des politiques, mais également du point de vue de la recherche. La généalogie, en fait, elle doit beaucoup à ce qui s'est fait du point de vue de la recherche dans les programmes que j'ai rapidement évoqués, les programmes de l'ANR, qui pendant 6 à 8 années a soutenu de façon durable, si je puis dire, les recherches qui à l'époque ne s'appelaient pas agroécologiques, mais qui étaient plutôt agriculture et développement durable, avec des approches système, mais avec des approches effectivement pluridisciplinaires, systémiques et à visée écologique. Et donc ça a été très important, il me semble, dans le virage qui a été fait dans la recherche, notamment à l'INRA. Le virage s'est fait très rapidement, mais il était préparé effectivement par toute une série d'engagements institutionnels et des chercheurs. Juste un petit point là-dessus. Le bouquin d'Altieri, donc de 93, a été traduit en français très très vite, dans les 2 ans. Il était disponible en français en 95. Totalement inconnu. Moi, je n'en ai entendu parler que des années après. Et on n'en parlait nulle part. Il s'appelait, la traduction, c'était agroécologie. Il était disponible en français. Et puis, je pense que c'est sorti aussi d'une tension qu'il y a eu à un moment donné entre ingénierie écologique. Est-ce qu'après tout, l'agronomie aujourd'hui, c'est pas une ingénierie écologique intelligente? Il y a eu des débats comme ça à AgroParisTech, avec une mission, et voire la question même du nom de l'établissement a été posée, et que finalement, compromis, c'est de combiner les deux et de faire de l'agroécologie. Donc ça serait assez récent, je pense, en français. Oui, je citais le papier de Wenzel et de ses co-auteurs. Il mesure la fréquence d'utilisation d'agroécologie dans un certain nombre de supports. En fait, elle est très très faible en 2009. Et en 2010, 2011 et 2012, en fait, c'est un concept qui est central à la fois d'un point de vue politique et du point de vue de la recherche. Donc ce qui se passe là est vraiment essentiel. Et comme l'indique Bernard, c'est à la fois un chemin de l'agroécologie, mais de l'écologie. C'est-à-dire l'écologie, alors je vais le dire de façon caricaturale, mais ce n'est pas les milieux naturels non anthropisés. En fait, effectivement, l'écologie appliquée a quelque chose à dire également sur les milieux anthropisés, jusqu'à la forêt, à la parcelle agricole. Il y a là effectivement des approches écologiques qui sont pertinentes. Et donc, c'est vraiment une convergence des deux. Bien. Merci. Je pense qu'on va arrêter là. S'il y a des frustrations pour les questions, on y reviendra plus tard. Donc, merci pour cette intervention. Je passe la parole maintenant à Jacques Berry. Merci, Monsieur le Président. Donc, je suis très ému d'être ici, dans cette assemblée, pour pouvoir partager avec vous. Vous allez voir un petit résumé de ma carrière d'enseignant à travers la réflexion sur l'agroécologie et comment elle est une voie pour revisiter l'enseignement d'agronomie. Juste quelques mots, donc je suis professeur d'agronomie à Montpellier et Supagro, dans le département milieu, production, ressources et systèmes, dont j'ai été le directeur aussi, et je conduis ma recherche dans l'UMR Système, où on travaille sur la conception de systèmes de culture, et le paradigme étant que plus ils sont compliqués, plus on s'y intéresse. Et donc je dirige actuellement une chaire d'entreprise, AgroSys, qui a été fondée pour développer l'ingénierie dans les agrosystèmes, avec pas mal de débats d'ailleurs dès le départ sur l'agroécologie. Alors, j'ai articulé mon propos autour de la question de l'histoire commune entre agronomie et agroécologie. Alors, ça pourrait revenir un peu peut-être sur ces questions d'archéologie. J'ai fait un peu d'archéologie au moins dans ma carrière.
La première partie, c'est de dire que finalement, il y a une continuité et que je pense que l'agroécologie s'est nourrie en France de l'agronomie systémique et je pense que ça mérite d'être réanalysé. Il y a une rupture très forte et je la pose comme ça parce que je me suis posé la question il y a 2 ans, est-ce que l'agronomie en tant que discipline enseignée dans les écoles va survivre à l'agroécologie? Après tout, c'est pas gênant si elle disparaît, mais j'essaierai d'expliciter un peu ce qu'il y a derrière et en quoi ça a été une rupture plutôt bénéfique. Hein. Et puis la question de la nécessaire convergence entre l'agroécologie et d'autres défis que l'on a dans l'enseignement, qui sont parfois mis en fait sous le mot agroécologie, ce qui en fait non plus un concept parapluie, mais alors là c'est vraiment parasol. Hein. Donc en gros tout est dans l'agroécologie. J'ai essayé quand même de sortir des choses qui sont parfois mises dans l'agroécologie, mais que je vois comme étant assez différents dans leurs déterminants et dans les enjeux. Alors, je voulais commencer par parler d'agronomie un peu avec ce que j'appelle la paranoïa d'un enseignant d'agronomie. J'ai commencé en 81 et depuis cette époque-là, dans une école où il n'y avait pas d'agronomie au sens strict, hein, j'ai travaillé dans une chaire de phytotechnie et amélioration des plantes avec le professeur Grignac. Donc, avec un certain questionnement que je relis un peu rapidement. Le premier élément, c'est que si on regarde ce que disent nos collègues anglo-saxons, c'est que finalement l'agronomie c'est à la fois une science et une profession. Pour eux c'est beaucoup plus simple parce que l'agronomie c'est les grandes cultures et c'est la conduite des cultures, il n'y a pas la protection des cultures, etc. Donc c'est plus simple pour eux, mais je pense qu'il y a cette tension entre être présent dans la science et répondre aux questions des professionnels. En France, on rajoute une complexité avec le fait que dans l'agronomie, on a en fait deux domaines qui sont complémentaires, mais qui font référence à des liens avec des disciplines assez différentes. Hein. Ce que je vais appeler l'agronomie des cultures, on est plus dans le biophysique, et l'agronomie des pratiques, on est plus dans le comportement des acteurs et dans les sciences sociales jusqu'à l'anthropologie. Et puis après, il y a la question de faire de l'enseignement d'agronomie dans une école d'agronomie avec le mot qui n'a pas du tout le même sens, hein, puisque ça veut dire comment positionner une discipline dans une école où tout est agronomie. Hein, toutes les disciplines convergent à ça et sont sous ce chapeau-là. Donc juste pour faire une petite lecture, hein, donc à peu près 10 ans après que j'ai été recruté, la phytotechnie a disparu. Je pense qu'aujourd'hui on se re-questionne un peu sur les techniques. C'était à l'époque l'émergence de l'agrophysiologie, donc il y a un concept qui n'a pas beaucoup eu d'avenir, et en particulier parce qu'il a été à l'occasion du renouvellement, en fait, du repositionnement de l'écophysiologie, et donc le concept a disparu avec ça. Dans les années 2000, pour repositionner l'agronomie comme discipline, on l'a plutôt requalifié d'agronomie systémique pour la différencier de l'écophysiologie, de la science du sol, etc. Et puis aussi affirmer l'ambition systémique. Et puis l'agroécologie arrive maintenant. Donc ces questionnements-là, finalement, on arrive à la fin d'une période, et j'en parlais tout à l'heure, je me pose la question de quel sera le prochain mot auquel je vais devoir faire face pour essayer de penser l'évolution de l'enseignement d'agronomie jusqu'à ma retraite. Alors si je prends l'agroécologie, j'ai pris un texte qui pour moi est intéressant parce qu'il est finalisé sur l'ingénierie des systèmes. Donc je vous remets juste l'extrait du texte que j'ai tiré d'un document du ministère. Avec le fait que ce texte-là fait référence à l'agroécologie comme étant appliquée au système agricole, comme devant répondre à des objectifs agro-environnementaux, et ça, il y a bien longtemps qu'on l'avait intégré, ça s'appelait autrement, mais ça, on l'avait intégré, fait une hypothèse plus forte, mais que faisait déjà aussi l'agriculture écologiquement intensive, c'est que les moyens de cette agriculture doivent être tirés davantage des propriétés des écosystèmes et des processus naturels que des intrants, et avec une orientation assez forte vers l'ingénierie. Donc c'est à l'aune de cette définition de l'agroécologie assez finalisée par rapport à la formation des ingénieurs que j'ai fait cette analyse. Le premier élément sur la continuité, on pourrait définir l'agronomie comme ça, un objet, ce qu'on appelait les champs cultivés, c'est-à-dire un système biophysique des sols, des plantes, et qui est piloté, et qui en cela n'a pas grand-chose à voir avec un écosystème naturel, qui n'est pas fait pour exporter de la biomasse, et dans lequel on n'a pas d'intervention ciblée sur une espèce ou une autre avec des intrants.
Deuxième chose, une démarche systémique très inspirée des relations structure-fonction, finalement. Et ça, bon, depuis 1974, hein, les premiers écrits de Michel Sébillotte, cette approche qui structure l'agronomie autour de la recherche de liens fonctionnels et, si possible, de leur quantification entre une technique, un état du milieu, un état de la plante et les performances du système. Ça reste plus que jamais d'actualité. Et puis aussi, l'agronomie, même quand elle fait de la science, ne peut pas s'empêcher d'avoir une posture plutôt d'ingénierie, qui réfère à la recherche de mode 2 dont on parlait tout à l'heure, hein. Donc une recherche davantage pilotée par les problèmes à résoudre et qui fait aussi une certaine tension entre produire de la connaissance et répondre à un problème, qui est en train, à mon avis, de s'accentuer avec une agroécologie qui impose d'être encore plus présente dans le local et en interaction avec les acteurs. L'agronomie a été, j'ai remis quelques dates un peu symboliques pour moi, hein, a toujours été en prise avec des choses qui restent importantes, notamment le besoin de multifonctionnalité de l'agriculture, hein. J'ai cité ici, en termes d'objectifs, trois domaines qui ont beaucoup marqué l'évolution de nos enseignements, hein, qu'on a essayé d'intégrer dans la façon d'aborder un champ cultivé. Et puis, face à ça, on avait les solutions proposées par des politiques ou proposées par la société ou le marché, hein. J'en ai recité 3. Je pense que c'est intéressant aujourd'hui de relire un peu l'histoire de l'agriculture raisonnée, l'agriculture biologique et de l'agriculture intégrée, celle du milieu ayant disparu et renaît un peu sous la forme de l'agroécologie aujourd'hui. La période de l'agriculture écologiquement intensive, dont mon idée c'est qu'elle a disparu parce qu'elle faisait trop référence aux intrants et à la productivité. Et puis l'agroécologie telle qu'elle a été présentée tout à l'heure. Dans l'enseignement d'agronomie, cette multifonctionnalité, on a assez tôt essayé de l'intégrer en considérant qu'une culture, ce n'était pas là que pour produire un bien marchand, mais elle produisait aussi des services. Ici, juste un exemple des travaux faits avec des étudiants pour concevoir des systèmes de culture en partenariat avec la Source Perrier, qui produisaient à la fois par exemple ici du vin de qualité, mais aussi de l'eau de qualité, ce qui a mené à reconsidérer ce qu'on appelait le champ cultivé, c'est-à-dire se doter de moyens d'avoir accès à des états du système auxquels l'agriculteur n'a pas accès. Par exemple ici dans ce graphe, qui est un indicateur de lixiviation du nitrate, en gros c'est la qualité de l'eau qui part sous les cultures, qui est aussi un objet intermédiaire pour discuter aussi bien avec des hydrologues qu'avec des agriculteurs. Donc avec cette idée qu'assez tôt l'agronomie a commencé à regarder d'autres finalités que la production et à était relativement bien armée finalement pour ouvrir sur cette question de comment je me dote d'indicateurs pour pouvoir donner accès à ceux qui gèrent ces systèmes, à des fonctions, à des flux, à des états auxquels je n'ai pas accès. Alors les limites de cette agronomie, rapidement, enfin, si on les relie aujourd'hui, hein, peu de prise en compte des services, hein, 2-3 services, la production et puis un service de régulation par exemple, peu de prise en compte des dimensions sociales, en particulier du fait des échelles, avec une exception qui reste valable, je pense, hein, c'est que l'idée étant d'essayer de quantifier, de prévoir, donc un certain poids prioritaire mis sur ce qu'on peut mesurer, un état du sol, un état de la plante, un flux, et ça a été beaucoup inspiré par tout ce qui a été fait sur l'agrophysiologie, avec le fait que, on va le voir tout à l'heure, le passage à l'écologie a aussi fait perdre les bases d'un certain nombre plutôt habitués à essayer de quantifier. Et puis le deuxième point, c'est un ancrage très fort dans l'approche à la parcelle. Donc en quoi l'agroécologie est intéressante, dans la rupture qu'elle provoque par rapport à l'agronomie? Ma définition de l'agroécologie, quand j'en parle avec des professionnels, c'est de dire, si vous voulez faire de l'agroécologie, il y a 3 piliers, ils ne sont pas négociables. Si vous en avez qu'un, ça ne marchera pas. Le premier, c'est remettre le sol au centre, mais pas simplement comme le fait Alain Capelli sur l'analyse de la structure du sol, du profil culturel, mais de plus en plus, ça répond en particulier à la question, de pouvoir intégrer toute la connaissance de la biologie du sol. Et là, on est sur un monde vraiment en expansion. Deuxième chose, c'est cultiver la biodiversité dans les champs, dans les paysages, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Et un pilier qu'on oublie, je pense, un peu trop souvent, c'est ce challenge de combiner la productivité,
qui a toujours été un objectif, mais avec l'efficience des intrants. Or, les systèmes qu'on a n'ont pas été conçus sur l'efficience des intrants qu'on y mettait, que ce soit les engrais, les phytos. Ils ont été conçus surtout sur l'efficience du travail et de la terre. Deuxième chose, la rupture, elle est dans le fait que ça nous amène à enseigner des savoirs peu stabilisés, y compris au plan technique. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez intéresser des étudiants, il faut leur parler de ces systèmes-là. Hein. Plus aucun travail du sol, on sème une culture dans la précédente. Et en plus, il faut essayer de ne pas mettre de Roundup, ce qui rajoute une couche en plus. Enseigner aussi des savoirs qui ne sont pas forcément stabilisés sur les processus, ou en tout cas où il est difficile de passer pour le moment à la quantification, à la prévision, à travers les relations entre une plante et des micro-organismes, à travers les chaînes trophiques pour la protection des cultures, et à travers des choses comme la bioturbation du sol, c'est-à-dire comment remplacer une charrue par un ver de terre. Ce n'est pas si simple que ça à traiter de manière quantitative. Ça nous amène aussi d'abord à forger de nouveaux concepts. Et, j'essaie par exemple de mettre en avant une autre façon de regarder le champ cultivé à travers la notion d'agrosystème. Je ne vais pas détailler, mais l'idée qu'il y a là derrière, c'est de dire qu'un champ cultivé, ce dont on parle en agronomie, ça n'est plus un sol, une plante, c'est un certain nombre de plantes. Certaines sont désirées, soit parce qu'on en attend une production, soit parce qu'on en attend un service environnemental. Certaines ne sont pas désirées, mais on va quand même les tolérer à un certain niveau. Ça veut dire aussi une meilleure prise en compte du sol dans ses différents horizons. Et puis des organismes désirés ou indésirés, etc. Avec aussi une notion, c'est qu'on est sur des systèmes plus complexes, mais en fait, il y a une partie qui est facile à voir. Hein. Si vous avez oublié d'irriguer une plante, elle va vous le dire. Mais si les bactéries du sol ne fonctionnent pas, ça ne va pas être facile à voir. C'est ce que j'appelle la face cachée. Derrière ça, il y a aussi une rupture avec une tension très forte entre la connaissance globale qu'on est censé enseigner et l'ingénierie du local qui est convoquée par l'agroécologie. Pour rester simple, remplacer des intrants par des processus écologiques en essayant d'avoir une production élevée, ça veut dire avoir des systèmes qui sont beaucoup plus adaptés aux conditions du sol, du milieu, du climat de l'année, etc. Et on est un peu dans cette tension entre des articles scientifiques qui théorisent beaucoup à partir d'ailleurs des théories écologiques, par exemple le fait que la résilience et l'efficience des systèmes est dépendant de leur niveau de diversité, avec à côté de ça des systèmes qui sont allés à l'extrême de ça, comme ici des jardins permaculturels que vous avez sur la droite, hein, où vous avez plus de 150 espèces cultivées, et puis des réalités de l'agriculture, c'est comment mettre ça en pratique dans chacune des situations. Ici, vous avez un champ de fraises bio en Finlande et puis un champ de salade bio dans la zone de Montpellier. Voilà, cette tension entre la connaissance et l'adaptation locale. Un risque aussi que je perçois, c'est le risque de focaliser l'enseignement sur ce que j'appelle les agricultures sympathiques. Et une de mes analyses, c'est que l'agroécologie est un mot sympathique. On ne peut pas avoir de vision négative d'un mot comme ça. Et donc, typiquement, l'agriculture bio, l'agroécologie a cette acception-là. On n'ose plus parler d'agriculture intensive, par exemple, hein, dans un enseignement, en tout cas, sauf pour provoquer un débat. Ça veut dire aussi, quand on va voir des agriculteurs, vous avez ici l'exemple d'une succession culturelle d'un agriculteur du Sud-Ouest, ce qui fait déjà, on n'ose même pas le faire dans nos expérimentations. On aurait du mal avec des cultures, des successions complexes, des plantes de couverture, ça commence. Mais quand on leur dit qu'est-ce que vous aimeriez qu'on travaille avec vous, ben, c'est de rajouter des plantes fourragères en permanence dans le système, et puis c'est de planter des arbres. Donc ça veut dire un risque d'aller, plus on va aller vers ces agriculteurs innovants, plus on va s'écarter des agricultures classiques. Et c'est ce que je voulais mettre ici. Un des challenges pour nous, c'est que les emplois sont encore dans ce que j'appelle ici l'agriculture d'hier. Alors, pourquoi l'agriculture d'hier? Parce que celle d'aujourd'hui, elle est fondée sur des paradigmes et des politiques qui datent d'hier, hein, même s'il y a encore beaucoup de réalité de ça, sur des systèmes qui, notamment parce qu'ils ont été fondés sur l'efficience du travail, ont séparé les espèces dans les filières, ont séparé les espèces dans les territoires, ont séparé les espèces dans les champs. Et aujourd'hui, le paradigme central de l'agroécologie, c'est qu'il faut recomplexifier ces systèmes et arrêter de cultiver une seule espèce dans un champ cultivé. La question, c'est comment on va faire
pour développer ces agricultures de demain et convaincre toute l'agriculture française que, en fait, l'agroécologie, c'est pour eux. Il faut penser à cet avenir-là, mais avec des contraintes qui sont, par exemple, le fait que la question de l'efficience du travail, du coût du travail, restera plus que jamais importante dans l'avenir. La troisième volet, c'est la nécessaire convergence ou le tiraillement auquel je fais face, avec d'autres défis pour lesquels l'agronomie est convoquée. J'en ai illustré 3 ici, hein, sur les systèmes alimentaires, sur l'agriculture numérique, et puis sur les politiques agricoles, que je vais reprendre rapidement. Aujourd'hui, les questions sur lesquelles les agronomes sont appelés à s'investir sont des questions qui se positionnent parfois à un niveau très, très loin de leur base, hein. Si je m'intéresse beaucoup à la réintroduction des légumineuses alimentaires dans les systèmes de culture, si on veut penser ça, il faut partir d'une situation comme celle du blé dur ici. Pour faire des pâtes, il faut beaucoup de protéines. Pour faire ça, il faut beaucoup d'azote. Et ça a des impacts sur la consommation d'énergie et l'eau. Mettre une légumineuse là-dedans, ça sera économiser du fertilisant, en donner un peu avec un effet précédent. Mais la vraie rupture, elle est le fait de les mettre non pas dans les champs, mais dans les pâtes alimentaires. C'est-à-dire de créer la demande de ces légumineuses pour qu'elles puissent s'insérer dans les systèmes et ce faisant, diminuer les besoins en protéines du blé. Donc là, on a un cas où l'innovation, finalement, n'est pas dans le champ, elle est dans le système. Avoir plus d'informations pour mettre moins d'intrants, c'est le pari de l'agriculture numérique. Et un des challenges, ça va être de dire, ça va être quoi l'agriculture numérique qu'il faut à l'agroécologie. Ça veut dire que là, l'agronomie va être convoquée dans l'étape intermédiaire entre les objectifs de production, les contraintes de la décision, et puis ce qu'on peut faire de toutes ces variables qui sortent des drones ou de tout un tas d'autres modes d'acquisition. Une des grandes questions aujourd'hui, c'est quitter la parcelle ou bien intégrer les échelles. Aujourd'hui, la tendance est quand même qu'on recrute de moins en moins d'enseignants et de chercheurs qui sont des agronomes comme moi, c'est-à-dire plutôt de la parcelle. Hein. C'est à d'autres échelles, parce que c'est là que sont les principaux enjeux, voire l'innovation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a un enjeu aussi, c'est que les agronomes devraient réinvestir davantage la sphère des politiques publiques et ne pas la laisser simplement aux économistes, hein, pour provoquer un peu le débat. Quand on voit comment se font les évaluations, ou le fait de penser la PAC, quand on voit comment les enjeux aujourd'hui sont de fait à des échelles territoriales, l'enjeu c'est que l'agronome garde les pieds dans la parcelle, mais ait la tête dans d'autres échelles, et s'occupe de questions de changement d'échelle, hein, qui renvoient à des questions méthodologiques, de compétences des étudiants et d'innovation aussi dans ce domaine. Donc en conclusion, ce que je dirais, c'est que pour moi, l'agroécologie n'est que la 3e révolution de l'enseignement d'agronomie. Hein. Donc j'attends la 4e, j'espère que je vais la voir. Hein. Donc je l'ai dit, hein, j'ai connu l'agrophysiologie, et qui était très en prise avec l'agriculture raisonnée, finalement. L'agronomie systémique, très en prise avec la multifonctionnalité, avec l'agriculture bio, sur laquelle on a beaucoup travaillé. L'agroécologie, ça veut dire la complexité, en plus de tout ça. Et par exemple, aujourd'hui, les systèmes qui m'interpellent, c'est plus la permaculture que la simple fait d'arrêter de travailler le sol, par exemple. Des enjeux différents pour nous en termes d'enseignement, hein, selon qu'on décline l'agroécologie en discipline scientifique, ou bien en porte-drapeau de toutes ces agricultures sympathiques. Et il faut qu'on soit présent dans les 2 domaines. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est très excitant. Et puis, relever les 3 autres défis dont j'ai parlé, ça me semble possible si l'agronomie garde sa vocation d'ingénierie, sa capacité à être une science de la gestion de systèmes biotechniques complexes. Or, aujourd'hui, on a quand même tendance à ce que, derrière l'agroécologie, beaucoup d'enseignements d'agronomie se rapprochent davantage de la compréhension des systèmes que de leur ingénierie. Alors, du coup, je me suis un peu impliqué pour préparer ça à travers la création de notre chaire d'entreprise, hein, dans ce que j'appelle l'agroécologie à l'épreuve des faits, c'est-à-dire d'aller interagir, par exemple, ici, avec des conseillers techniques, des ingénieurs de la filière vigne, qui m'ont posé la question à quoi ressemblerait une vigne agroécologique. Donc, c'est très intéressant là, parce que si on prend l'agroécologie hard telle que je l'ai présentée, ça oblige à penser complètement différemment. Et ça, on voit bien que dans l'agriculture, dans les instituts techniques, les chambres,
ils ont une certaine appétence pour ça. On fait un peu de science-fiction, mais finalement, on va probablement mettre en place des expérimentations des premières vignes agroécologiques. On se pose aussi des questions qui sont un peu orphelines aujourd'hui. Est-ce que l'irrigation et l'agroécologie, c'est compatible? Pour un certain nombre de gens, non. L'irrigation a plutôt été le vecteur des pollutions. Et on a aussi des éléments où sans irrigation, il y a de l'agroécologie qui est impossible. Hein. Et puis, voilà, donc je vous donne aussi 2 exemples de choses qui vont se faire bientôt. Vous pourrez avoir l'info dans le cadre de notre chaire d'entreprise. Sur la question des intrants, est-ce que les intrants sont compatibles avec l'agriculture biologique, à l'agroécologie? Est-ce que les herbicides sont tolérables dans l'agroécologie, par exemple? Et si oui, quel type d'intrants? On va un cran plus loin en disant, mais comment penser aujourd'hui les intrants de demain pour qu'ils soient adaptés aux conditions de l'agroécologie? Je pense, par exemple, ça fait écho à des questions sur le biocontrôle. Le biocontrôle aura besoin de systèmes qui soient favorables à l'expression de ce type de produit. Et ça nous ramène à Altieri, hein, qui, n'oublions pas, était un entomologiste hein, de la lutte biologique. Voilà. Voilà, donc moi j'ai eu la charge du projet agroécologique au ministère de l'Agriculture depuis 2013. Et donc je vais vous présenter la façon dont on l'a conçu et conduit et les raisons qui nous ont conduit à faire les choix qu'on a fait. En introduction, quand même, un petit mot de précaution. Je vais vous présenter ma vision personnelle, hein, forcément, des choses qui a été nourrie des échanges avec le ministre et son cabinet, mais voilà, je ne suis pas sûr qu'il présenterait les choses exactement comme moi. Donc c'est la vision, ma reconstruction de nos choix et de notre mise en œuvre de cette politique. Et elle n'engage que moi. Donc, le constat duquel on est parti, c'était la volonté de retrouver un horizon. On est parti de l'idée que ce qui avait fait la force de l'agriculture française dans les années 60-70, c'est finalement d'avoir un point vers lequel on allait, qui était clairement défini pour tout le monde, et que tout le monde tirait dans la même direction. Et on faisait le constat que depuis une vingtaine d'années, ce qui manquait à l'agriculture française, c'était cette cohérence de chemin, quelque part. Et cette nécessité de retrouver une perspective vraiment mobilisatrice. Et une perspective mobilisatrice qui puisse être positive aussi. Parce que aujourd'hui, quand on parle de l'agriculture en France, eh bien, c'est les pollutions, les nuisances quand on est de lisier, c'est les problèmes de crise, etc. Et du coup, quel est vraiment l'avenir de ce secteur? Est-ce qu'on croit dans ce secteur? Est-ce qu'on est capable de donner une vision positive où, oui, on croit qu'on va aller dans une bonne direction et qu'on va avoir un secteur performant d'avenir? Donc c'est ça qu'on voulait rechercher avant tout, fixer une nouvelle direction. Évidemment, on n'est pas parti de rien et ça a été montré dans les 2 exposés précédents, le terme agroécologie, les idées qui sont derrière, elles étaient là largement, elles avaient été explorées à travers différents processus. La réalisation d'une politique publique, on dit souvent en sciences politiques que c'est le couplage de différents éléments qui flottent et qu'à un moment donné, on arrive à mettre ensemble la perception d'un problème, de la nécessité de répondre à ce problème, et là, la nécessité de dépasser l'opposition entre économie et environnement, de trouver une voie qui combine ces 2 éléments, de répondre aux enjeux du secteur. Coupler ce problème avec une solution, une alternative disponible, et là, comme les exposés l'ont montré précédemment, il y avait ces réflexions autour de l'agroécologie, autour de ces systèmes-là, et plus que ces réflexions, il y avait des pionniers. Il y avait un certain nombre de personnes qui, sur le terrain, avaient testé ces systèmes et qui rendaient crédible cette voie. Et puis, il y a l'opportunité politique avec l'arrivée d'un nouveau ministre qui avait des convictions assez fortes sur le sujet, notamment sur les sols. On a montré que c'était un élément clé aussi de ce domaine-là, et la volonté, justement, d'impulser quelque chose. Donc la réunion de ces 3 éléments a créé l'occasion de mettre en place cette politique publique. Avec du coup d'ailleurs le terme agroécologie, comme avec le trait d'union qui a été rajouté à cette occasion-là, qui n'existait pas jusque-là dans la littérature, pour montrer cette réunion entre l'écologie, l'agronomie, les différents mondes qu'on veut essayer de relier à travers cette politique publique.
ce qu'on vise à faire, enfin, la vision du monde qu'on développe, c'est effectivement assez différent du modèle conventionnel, dans lequel, finalement, on a cherché à optimiser le fonctionnement classique des plantes et des animaux, j'allais dire d'optimiser les gains de performance verticaux. On prend notre grain de blé et on va contrôler tous les facteurs qui vont contribuer à sa croissance. Mais on en vient à des systèmes qui sont performants, hein, avec une croissance des rendements considérables, mais où finalement on est presque dans une agriculture hors sol, où mon champ, je vais contrôler tous les facteurs de production, je vais contrôler avec les pesticides, avec mes ajouts d'intrants, et où se situe ce champ, quel est son environnement écosystémique, n'a plus la valeur aussi fondamentale, n'est pas pris en compte de manière fondamentale par le système. Et l'idée générale est qu'il y a là des gains de performance qui sont trop peu exploités, qu'on a été sans doute assez loin dans les gains de performance verticaux, mais que dans les gains de performance horizontaux, on a là un vrai gisement qu'on peut utiliser, et comme je le disais, des pionniers ont montré que c'était possible. Donc l'objectif, c'était de passer de ces pionniers à la généralisation. Comme ça a été rappelé, c'est une perspective de long terme, 2025, une dizaine d'années, parce que changer un système en agriculture, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours ou qu'on fait en quelques heures sur un coin de table avec une idée soudaine. Et donc, à partir du moment où on se met dans cette perspective de long terme, ça engage plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que depuis le début, nous avons conçu cette politique publique dans l'objectif de changer les mentalités, d'abord et avant tout. Alors, ça peut paraître trivial de le dire comme ça, mais en général, on prend les choses à l'inverse quand on fait une politique publique. On veut mettre en place un outil qui, indirectement, va modifier les mentalités, etc. Nous, on a réfléchi les choses en sens inverse. On s'est dit, on veut changer les mentalités dans le secteur. Comment on va s'y prendre et comment on va mettre en place des outils qui vont contribuer à changer ces mentalités. On a aussi voulu, comme je le disais, s'inscrire dans le temps long. Alors, c'est une vraie difficulté, ça, parce que les politiques publiques, déjà pour les autorités politiques, elles ont besoin de retours finalement assez rapides pour pouvoir justifier de l'efficacité de leur action. Et là, d'emblée, et le ministre lui-même s'est inscrit dans un pas de temps très long, ce qui est assez raisonnable, hein, compte tenu des types de changements qu'on voulait faire. Mais cette inscription dans le temps long peut aussi vous conduire à une certaine inaction. Vous dites, bon voilà, 10 ans devant nous, on va le faire tranquillement, à notre rythme. Et à contrario, pour éviter cette inaction, vous êtes obligé de mettre très vite en place un certain nombre de choses pour donner ce sentiment et cette impression de mouvement, donner cette impulsion initiale pour mettre en mouvement le système, tout en sachant derrière que ça va mettre très longtemps à porter ses fruits et que vous allez mettre vraiment longtemps avant de percevoir tous les dividendes de cette impulsion. Donc on est dans cette tension, maintenir une certaine patience, tout en agissant vite pour donner cette impulsion. Par rapport à ce temps long aussi, ça nous a influencé dans la réflexion que, peut-être notre côté fainéant s'est exprimé à travers cette idée-là, mais finalement, on est parti de l'idée que plus les choses se faisaient sans nous, mieux c'était. Plus l'agroécologie était réutilisée, réappropriée par l'ensemble des partenaires, des acteurs, plus ils le faisaient vivre à leur niveau, sans à la limite l'aide ou l'impulsion du ministère, mieux c'était. Parce que c'était ça le gage que cette impulsion qu'on lançait survivrait au changement politique. Tout ministre a un horizon politique limité. Hein. On a eu la chance pour le coup d'avoir un ministre qui est resté relativement longtemps, qui a pu donner une certaine permanence de l'impulsion, mais dès le départ, on a essayé de construire le projet en se disant il doit survivre. Si on y arrive, il doit survivre au changement politique, bien sûr, inévitable. Avoir finalement un appui politique aussi fort que celui dont a pu bénéficier le projet, c'est à la fois une bénédiction et un risque. La bénédiction, c'est que vous bénéficiez d'une visibilité, d'une impulsion
d'une mobilisation possible des acteurs évidemment considérable. Et donc on a essayé de s'appuyer sur cette chance-là. Le risque, c'est de créer une politisation du débat, des termes. On l'a vu d'ailleurs au tout début du lancement du projet agroécologie, où il y a pu avoir des débuts de positionnement politique en opposition au terme. Alors, vous disiez que le terme, tout le monde ne peut qu'être d'accord avec ce terme-là. Ce n'était pas du tout le cas au début. Les chambres d'agriculture, par exemple, au tout début, ont complètement rejeté le terme, refusé d'utiliser le terme agroécologie. Ils étaient d'accord pour parler de triple performance, mais le terme agroécologie, il n'en était pas question. Donc il y a eu, dès le départ aussi, des risques que finalement on est dans des oppositions politiques au ministre, que ça réjaillisse sur le projet. Donc on a essayé aussi de contrôler ces risques-là, finalement en gardant l'impulsion politique, tout en faisant du judo avec ces prises de position un peu en opposition. Alors, comment, du coup, concrètement, on s'y est pris? Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les actions qu'on a conduites, parce qu'encore une fois, ce qu'on m'a demandé de faire cet après-midi, c'est plutôt de vous expliquer les raisonnements qu'on a eus derrière. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a mis en place 3 types de choses. D'abord, on a édicté une vision politique, et une vision de ce concept d'agroécologie. Alors, ça a notamment été consacré par la loi d'avenir, la LAF, qui donne une définition officielle d'ailleurs du mot agroécologie, des systèmes agroécologiques. Mais au-delà de cette institutionnalisation à travers la LAF, on a conduit véritablement une action d'explication, de vente presque de cette notion, de ce concept, de ce que ça peut engager, de la vision du monde qui est sous-jacente. En général, dans les politiques publiques, c'est un élément qui est intériorisé. Conduisez une politique publique et les chercheurs reconstituent votre logique d'action qui est derrière, en comprenant que si vous faites ça, c'est que vous pensez si. Nous, on a inversé encore une fois les choses, on a mis sur la table notre logique d'action, on a dit voilà, nous c'est ça qu'on pense, c'est ça qu'on veut faire. Et en revanche, on a laissé ouvert avec les partenaires la façon dont on allait s'y prendre. Donc le deuxième élément, c'est qu'on a véritablement centré les choses sur la mobilisation des acteurs, la mobilisation des partenaires. Et puis, on a mis avec eux en place un plan d'action qui comporte tout un tas d'éléments. Il y a 7 plans, 8 maintenant, une quinzaine de chantiers, avec chacun un certain nombre d'actions. Il y a plus de 70 actions dans ce plan d'action. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais tout cela, on l'a fait, donc, et c'est un élément très important, dès le départ en co-construction avec les partenaires. On a mis en place un comité de pilotage qui se réunit régulièrement et où le ministère finalement partage en partie sa souveraineté sur les choix. On a l'amabilité de nous laisser au final décider de ne pas s'opposer à ce qu'on leur propose, mais on a essayé de construire ce projet véritablement en impliquant les partenaires dès le départ et en favorisant leur réappropriation. Alors c'est aussi une relecture des expériences passées qui nous a conduit à ça, notamment l'expérience du CTE, de la multifonctionnalité, alors qu'il y a beaucoup de connexions. Là, on est sur de la multiperformance, c'est aussi une des façons dont on appelle le projet agroécologique, la multifonctionnalité et la multiperformance. Le CTE, entre son origine, sa construction politique, sa construction administrative, sa mise en œuvre sur le terrain, a pris des formes qui ont évolué au cours du temps et qui ont conduit d'ailleurs, par leur diversité, un certain nombre d'acteurs à juger que un certain nombre de CTE avaient été dévoyés par rapport à l'outil initial qui avait été envisagé. Il était pour nous à la fois inévitable et même quelque part souhaitable que cette politique publique, comme je l'ai dit, soit réappropriée. C'était la condition de sa durée. Et du coup, pour éviter que ça se fasse contre nous, malgré nous, on a pris l'inverse, on a voulu que ça se fasse avec nous, d'une manière du coup un peu mieux contrôlée. Donc dès le départ, on a organisé finalement cette réappropriation dans un cadre de co-construction. Ça veut dire aussi que dans ce qu'on a conduit, on a apporté beaucoup d'attention au processus. Quand on met en place un outil, en général, on met en place une politique publique, on ne s'intéresse pas beaucoup au processus par lequel on arrive, on se dit, bon, peu importe, à la limite, ce qui compte, c'est l'outil final et son effet sur le système.
Nous, on a considéré que l'outil final avait bien sûr son intérêt, mais que le processus de son élaboration était tout aussi important, parce que le processus lui-même produit de l'évolution des visions du monde, produit de la mobilisation. Et donc, on a apporté beaucoup de soins, je pourrais vous donner des exemples de ce que je veux dire par là, par exemple sur la mobilisation des instituts techniques, etc., qui ont été sans doute plus liés à des processus de construction et de mise en place de ces actions que j'évoquais, de ce plan d'action, que à l'action effective des outils mis en œuvre. Un autre élément qu'on a essayé d'intégrer dès le départ, c'est, j'allais dire, l'exhaustivité. En tout cas, le fait d'être actif sur la plupart le maximum de champs possibles à la fois, de plutôt faire la technique des petits ruisseaux qui font les grandes rivières, que la technique du grand fleuve qui emporte tout sur son passage. Là aussi, les expériences d'autres dispositifs passés nous ont servi, avec l'idée que, à la fois, un dispositif phare mis extrêmement en avant pouvait accroître les risques de politisation et du coup de cristallisation d'opposition que j'évoquais précédemment, alors que si vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus disséminé, ça prête beaucoup moins la prise à ce type de positionnement. Et puis, si vous travaillez que sur un aspect, vous tombez tout de suite sur les autres facteurs limitants. Si vous travaillez que sur, je ne sais pas, je vais mettre en place une aide pour aider les agriculteurs à changer et adapter telle pratique, très bien, mais si derrière, je n'ai pas la recherche qui a déjà développé la bonne pratique et les bons accompagnements, ça ne marche pas. Si je n'ai pas mis en place mon système de formation des agriculteurs pour que l'agriculteur concerné, il ait aussi été sensibilisé à la fois à ces types de pratiques et aussi à la conduite du changement. Si derrière, je ne travaille pas avec les filières pour que, alors j'ai diversifié, c'est très bien, j'ai introduit du sainfoin, j'ai introduit tout un tas de choses formidables dans sa rotation, mais la coopérative lui explique que ça ne l'intéresse pas, qu'elle n'a pas de marché, qu'elle n'a pas de cellules de silo pour stocker tout ça, et qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Donc vous êtes obligé, si vous voulez induire un changement de système, de jouer sur tous les leviers à la fois. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à la fois à la mobilisation des agents du ministère, à la réforme de l'enseignement, à la mobilisation du monde de la recherche, à la communication, à la révision des soutiens, au travail sur la génétique végétale, sur la génétique animale, sur les filières, enfin, sur l'international, etc. Donc on a essayé de vraiment couvrir tous les champs en se disant que c'était l'avancée simultanée de tous ces champs qui créerait le sentiment d'un mouvement général et donc qui induirait ce sentiment d'inéluctabilité d'un mouvement en marche que nous recherchons pour viser ce changement des mentalités. Donc ça vous explique aussi pourquoi on a pris cette forme dans le plan d'action. Alors même si, bien sûr, il y a un certain nombre d'actions particulièrement emblématiques, les GI2E ou autres, mais qui ne sont pas des actions uniques, qui s'intègrent vraiment dans un ensemble assez large. Je ne sais plus à combien de quel numéro j'en suis, mais l'élément suivant sur lequel je voulais insister, c'est le caractère non normatif de cette politique publique. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très inhabituel et qui est du coup assez complexe à gérer pour nous et multiforme. Comme ça a été souligné par les intervenants précédents et comme je le disais précédemment, l'agroécologie repose, tel qu'on l'envisage, repose surtout sur la valorisation du fonctionnement systémique de l'agroécosystème, sur la valorisation des synergies à l'intérieur de cet agroécosystème et, pour le dire ainsi, sur l'adaptation maximale aux conditions locales, sur chaque parcelle, par rapport à son contexte, sur son système. Donc, il est impossible de venir de l'extérieur et d'asséner un système de référentiel préformaté en disant l'agroécologie, c'est l'adoption de telle et telle pratique. C'est un contresens puisque l'agroécologie, c'est précisément l'adaptation de son système et de ses pratiques au fonctionnement de son agroécosystème et aux maximisations des synergies à l'intérieur de celui-ci. Donc, par rapport à d'autres politiques, à d'autres dispositifs, à des référentiels, vous avez évoqué l'agriculture raisonnée ou autre, on était forcément sur un schéma différent. Et ce schéma-là n'exclut pas l'ambition d'ailleurs, parce que c'est pas parce que vous
ne mettez pas un terme précis sur... on nous pose souvent la question, qui c'est qui est en agroécologie, qui n'est pas en agroécologie? D'ailleurs, comme le ministre a dit, il faudra qu'en 2025, on soit la majorité en agroécologie. À un moment, il faudrait qu'on sache dire qu'est-ce que ça veut dire, parce que sinon, comment on en jugera? Jusque-là, on n'a volontairement pas apporté de réponse précise à ça. Parce que si vous apportez une réponse précise, vous fichez les choses et vous excluez. Où vous mettez le curseur? Est-ce que vous le mettez sur ceux qui, effectivement, sont des pionniers, qui ont déjà été très loin dans la reconception de leur système, alors là, ils sont très engagés? Si vous dites c'est ça l'agroécologie, vous désespérez tous les autres qui disent d'accord, c'est pour quelques-uns, moi j'en suis tellement loin que ça ne me concerne pas. Si au contrario vous dites dès que je travaille sur l'efficience de mes intrants, que je suis déjà dans un raisonnement agroécologique, d'accord, bon, si c'est ça, ça ne servait à rien d'en parler, d'en faire des grands foins, si c'est du greenwashing, tout le monde le fait, ça n'a aucun intérêt. En fait, on peut voir l'agroécologie non pas comme un état, mais plutôt comme un mouvement. C'est le mouvement sur ce chemin de l'efficience vers la substitution jusqu'à la reconception. Comme vous le disiez d'ailleurs, le biocontrôle, donc la substitution, c'est une étape. On ne peut pas à terme, finalement, pour aller au bout de ce chemin, il faut aller jusqu'à la reconception de son système. Mais on ne va pas le faire dès le départ. Les gens sont à différents stades sur ce chemin. Et pour nous, à partir du moment où ils sont en mouvement sur ce chemin, quelque part, ils sont dans l'agroécologie. Donc, volonté de ne pas être normatif, de ne pas dire un tel y est pas, mais de rester sur des principes, sur une philosophie, sur un état d'esprit, et d'être fondamentalement sur des approches ascendantes qui responsabilisent les acteurs et non sur des approches descendantes. Évidemment, le changement, ça suppose aussi de favoriser les approches collectives. Alors là aussi, on avait vu notamment ça avec le CTE, où on sait bien que les CTE qui s'étaient révélés les plus innovants, les plus intéressants, étaient les CTE qui avaient suivi cette approche collective. Donc là aussi, je ne vais pas vous donner les détails, mais bon, vous connaissez au moins les GI2E, mais ce n'est pas le seul outil. On a cherché à faciliter, à favoriser ce fonctionnement collectif qui remet aussi l'agriculteur comme responsable de son exploitation. Il y a aussi un changement de philosophie là-dedans, du conseil agricole qui ne doit plus être le conseil prescripteur, l'agriculteur finalement qui est l'applicateur de ce que vient lui dire son conseiller COP, son conseiller chambre, fait ci ou ça, mais qui devient beaucoup plus acteur au sein d'un réseau d'innovation, de relations, qui lui permet de faire évoluer son exploitation. Le dernier point, avant la conclusion, c'est que, je vois qu'il y a une petite lumière qui s'allume pour me dire que je suis arrivé au terme de ce que je m'ai donné de vous dire. Donc, avant de conclure, le dernier point qui était important pour nous, c'était l'accent sur l'innovation, l'accent sur la connaissance. C'était vraiment très important parce que pour nous, au-delà de c'est telle ou telle pratique, finalement, le plus important était d'impulser une volonté de remise en cause de leur système chez les agriculteurs. Une volonté d'aller voir ailleurs, de tester des nouvelles pratiques. Et c'est avant tout ça qu'on a essayé de donner en respiration. Si je devais résumer, je dis on cherche à changer les mentalités, à changer les références dans le secteur finalement. Si l'agriculteur qui se contente à appliquer les mêmes recettes tout le temps devenait un peu ringard et que celui qui, au contraire, tente des choses, des fois avec du succès, des fois avec moins, mais est dans l'ouverture à ce qui se passe autour de lui, et dans l'essai, dans l'innovation, là, on aura réussi ce qu'on vise à faire. Donc on n'est pas du tout sur une agriculture tournée vers le passé, où on reprend des vieilles recettes. Non, pas du tout. C'est une agriculture de la connaissance très fine, agronomique, écologique, de l'ouverture sur tout ce qui se passe autour de soi. Donc on est sur de la constitution de réseaux d'innovation. Enfin, voilà, je suis désolé, je suis obligé d'être très rapide, mais c'est un élément fondamental de cette politique publique. Aujourd'hui, là où on en est, ce sera mon mot de conclusion, c'est que on a fini une première étape, qui était une étape de sensibilisation généralisée, qui a plutôt pas trop mal marché. On a, depuis 2 ans, fait une enquête, un sondage BVA auprès des agriculteurs pour connaître leur perception de l'agroécologie. Il y a 1 an, il y avait 50% des agriculteurs qui avaient entendu parler du terme
et 22%, donc sur 50, à peu près 40% de ceux qu'on avait entendu parler, qui disaient oui, moi ça m'intéresse, pourquoi pas me lancer là-dedans. En un an, on est passé de 50% qui connaissaient à 79% qu'on avait entendu parler. Maintenant, une très grande majorité des agriculteurs français en ont entendu parler. Et l'intérêt, c'est ça qui est encore plus intéressant, avait beaucoup augmenté. De 22%, on était passé à plus de 50%, et encore plus chez les jeunes, qui disaient oui, ça m'intéresse et j'ai bien envie d'aller explorer cette voie-là. Donc on a, je pense à ce stade-là, créé un intérêt, une écoute. En revanche, il nous reste à concrétiser ça, et c'est l'objet des chantiers sur lesquels on travaille actuellement pour la suite, à donner véritablement des incitations pour déclencher un mouvement plus approfondi chez les agriculteurs. C'est la deuxième projet, et j'espère qu'elle marchera également. Merci de votre attention. Alors, bon, premier point, il me semble que j'aurais 4 observations. Première, c'est pas très nouveau, tout ça finalement n'est pas très nouveau. Bon, depuis l'origine des temps, depuis le néolithique, l'agriculture, ça consiste à favoriser dans un système écologique les plantes qu'on voudrait voir se développer et puis empêcher les plantes qu'on considère comme indésirables de se développer. C'est ça la définition de l'agriculture, il n'y a pas lieu d'en changer. Je suis un peu surpris quand même, le deuxième point, je suis un peu surpris d'entendre qu'un agrosystème piloté est différent d'un agrosystème naturel. Bon, quand même, les lois de la physique, elles s'appliquent partout, les lois de la biologie aussi. J'ai été élevé dans l'idée que de la bactérie à l'éléphant, la vie c'était toujours la même chose. Alors, est-ce que vraiment les lois de la nature sont différentes dans un système piloté et dans un système pas piloté? Moi, je suis un peu sceptique. Et puis, bon, je comprends bien qu'on s'oriente vers un système plus extensif, avec peut-être moins de productivité, mais plus d'avantages. Ça, je veux bien, pourquoi pas, je ne suis pas contre du tout. Mais je me demande quand même, quand on parle de décider de la vérité par le contrôle social, moi ça m'inquiète un peu. Est-ce qu'on n'est pas en train de monter une histoire complètement cléricale où on aurait des objections religieuses dans le genre de celles des musulmans vis-à-vis du porc, hein? Ça finit par devenir très inquiétant. Et puis, dernier point encore, tout ça, c'est basé sur des rotations longues, des systèmes très, très difficiles à mettre en place et tout ça. C'est complètement incompatible avec une autre idéologie qui est tout aussi pernicieuse, mais qui est aussi une idéologie très puissante, et qui est celle du libéralisme, dans laquelle, à la moindre fluctuation de prix, on change complètement son système de production pour coller au désir du marché. Alors, comment vous conciliez ça? Moi, ça me paraît tout à fait incompatible, et je me demande si ces avantages vers l'agroécologie ne va pas finalement nous attirer de très grandes catastrophes économiques et ruiner l'agriculture française. Voilà. Merci Jean-Marc de ce propos très carré. Alors, qui souhaite répondre? On prend plusieurs questions. Qui souhaite répondre? Vous m'avez provoqué un peu, mais du coup, je répondrai aussi à la dernière question. Il est évident que la façon dont un sol fonctionne, dont le recyclage de la matière organique influence la vie biologique du sol, etc., ça fonctionne partout pareil. Ce que je veux dire, c'est que la différence quand même entre une forêt naturelle, par exemple, et une agroforêt productive, c'est une différence majeure des flux attendus. L'agroécologie, sa promesse, c'est aussi d'augmenter la productivité, au moins par hectare, en associant des espèces. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on veut continuer à avoir des parcelles où on veut sortir 10 tonnes de grains par hectare, il est évident que par rapport à un écosystème naturel, le système est très orienté par ça et qu'on ne peut pas sortir 10 tonnes d'un système si on n'a pas assez d'azote qui rentre dans le système, etc.
ou alors il faut revoir les objectifs à la baisse. Mais le problème, c'est que beaucoup d'expériences d'agroforesterie s'inspirent de systèmes qui sont très peu productifs pour essayer de les appliquer à des conditions dans lesquelles les quantités qu'on veut produire sont énormes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le fait que les systèmes agricoles, même quand ils sont très complexes, sont très pilotés. Si on travaille beaucoup sur les agroforêts produisant du cacao, par exemple, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'a rien à voir avec une forêt. Ce sont des systèmes dans lesquels les agriculteurs passent avec un insecticide ou plusieurs. Ce sont des systèmes dans lesquels on a une gestion des repousses, des recrues forestières là-dedans. Donc ça, on ne peut pas comparer la dynamique de ce système sur des pas de temps courts avec celui d'une forêt, par exemple. Donc c'est juste que j'essaie de mettre une limite à un concept de base qui a été dans l'agroécologie, de dire qu'il faut mimer la forêt, et avec ça, on aura des systèmes plus productifs que ce qu'on a aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que je pense que c'est justement une des questions qui me titille un peu, c'est que je pense que la question à la fois on met trop en avant le fait que l'agroécologie va permettre de produire plus par unité de surface, et je pense que dans un certain nombre de cas, c'est pas vrai, mais aussi on minimise beaucoup le potentiel que l'on a. Et je pense que toute l'agriculture française devrait aujourd'hui se questionner sur l'efficience de ces systèmes, parce qu'on a optimisé les systèmes sur la quantité produite, mais pas sur l'efficience des intrants. Si les études qui ont été faites montrent par exemple qu'en 40 ans, la quantité de grains produits par hectare n'a fait qu'augmenter, et qu'en 40 ans, l'efficience, c'est-à-dire les quintaux de grains produits par kilo d'azote qu'on a injecté dans le système, sous forme d'engrais, n'a fait que diminuer. Et mon hypothèse, c'est que en changeant les systèmes, y compris par des cultures associées, par des successions plus diversifiées, on a des travaux en cours là qui montrent bien que simplement en rediversifiant un tout petit peu les successions culturelles avec des légumineuses, on peut quasiment multiplier par 2 l'efficience globale du système à produire de l'alimentation avec des engrais. Et ça, il faut que l'agriculture actuelle, que toute l'agriculture soit consciente de ce genre de choses. C'est-à-dire, en gros, ne survendons pas la productivité de ces systèmes, mais si on les pilote, justement, je pense qu'on peut avoir des gains de productivité et d'efficience qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Merci. Jean Laglace. Oui, les concepts que vous avez expliqués durant cette séance visaient plutôt, à mon sens, comme à intégrer au mieux un système productif agricole dans une zone afin de ne pas trop perturber l'environnement local et la biosphère locale. C'est un peu le sentiment qu'on en a. Il s'agit donc de faire de l'agriculture sans tout perturber ce qu'il y a tout autour et en maintenant la biodiversité. Alors, ma question est la suivante. Les concepts qui ont été développés dans ce cadre peuvent-ils être utilisés dans un tout autre cadre, c'est-à-dire pour étudier et mettre au point la stabilité de systèmes productifs complètement isolés? Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, je pense sur des serres étanches dans lesquelles on peut cultiver n'importe quoi, mais pas forcément de la monoculture, et puis surtout ces grandes zones irriguées que l'on trouve dans des pays désertiques. Celui du Rwanda, par exemple, est actuellement en cours de mise en culture au nord-est de l'Asmo, au sud de l'Égypte, auquel la biosphère se résume à une zone désertique totalement presque abiotique. Alors, également, est-ce que ça peut s'adapter à la reconstruction de sols agricoles, de futurs sols agricoles intéressants, ou forestiers intéressants, sur des zones dégradées ou même très très dégradées? Alors, je pense évidemment aux Landes, la reforestation des Landes du XIXe siècle, et puis à la reforestation, à la mise en forêt de la Champagne calcaire, avec la reconstruction complète du sol. Et il y a bien d'autres exemples. Alors, les principes de l'agroécologie peuvent-elles s'appliquer dans ce type de technique?
je ne veux pas rentrer dans des débats trop techniques, mais il y a plusieurs, oui, je pense qu'il y a plusieurs questions. Je vais répondre à la dernière. Je pense que ça, c'est un grand défi. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de la restauration. C'est-à-dire une agriculture, c'est pour ça que j'ai remis le sol au centre, et c'est ça que l'agroécologie nous amène. C'est le sol au centre d'abord, et on fait l'hypothèse que si on restaure un sol qui est biodivers, qui a de la matière organique et qui fonctionne bien et qui est bien structuré, on va tirer tout l'écosystème avec. Je pense qu'il y a un peu de surattente sur certains volets, notamment sur la protection des cultures, mais il y a aussi beaucoup d'exemples qui montrent qu'avec des techniques dites, avant on appelait ça de l'agriculture de conservation, qui maintenant est reprise dans l'agriculture, dans l'agroécologie, il y a beaucoup d'expériences où on peut arriver en une dizaine d'années à restaurer des sols avec des fertilités suffisantes. Il faut simplement savoir comment on fait manger les gens pendant ce temps-là, parce que si on cultive des plantes qu'on réintègre dans le sol, ben, ça veut dire en général on ne nourrit pas les animaux, on ne nourrit pas les hommes avec ça. Donc il faut une approche, je dirais, qui soit beaucoup plus globale. Et ensuite, il faut des systèmes beaucoup d'études en Afrique montrent que si on veut restaurer des sols de ce type, ben, il faut pouvoir booster le système en termes de matière organique. Et pour ça, on le fait d'autant mieux qu'on a des intrants. Il y a des exemples en Afrique où avec 10 kg d'azote à l'hectare, on booste le système. Tout le problème, c'est de préparer la suite. C'est que le système ne se rende pas dépendant des intrants. Vous parliez de l'irrigation. Le développement des systèmes d'irrigation dans le monde, s'il n'est pas associé, chaque fois il a été rarement associé à des politiques, par exemple, visant la diversification des cultures. Il a en général conduit à la monoculture pour tout un tas de raisons économiques. Et je pense que les problèmes de l'irrigation viennent plus de ça que d'autres choses. Et ça me permet de dire que pour moi, le grand pilier sur lequel on devrait travailler le plus, c'est de rediversifier déjà les successions de cultures. Quand on sait que le quart de la France est cultivé avec 3 cultures d'hiver, colza, blé, orge, on sait aujourd'hui quelles sont les limites de ce genre de choses. Et diversifier les cultures, ça veut dire travailler plus dans les filières que dans les champs. Donc, je pense qu'il y a une question de cohérence des politiques là-dessus aussi. Mais je pense que ce que l'agroécologie apporte, c'est de remettre au centre cette capacité que peut avoir l'agriculture de restaurer une fertilité, mais avec un pivot central qui est le fait de pouvoir continuer à produire des aliments aussi et pas que du carbone dans les sols, et pouvoir aussi assurer cette transition-là et avoir aussi des leviers de diversification. Merci. François Denis. Oui, merci. Merci. Je vais justement revenir sur des questions de cohérence politique. Et j'ai une question pour M. Roy. Vous avez dit que vous cherchiez à changer les mentalités et que c'était original de prendre ça comme point de départ de nouvelles politiques. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Encore faut-il que les agriculteurs ne soient pas soumis à des politiques, à des injonctions contradictoires, des politiques contradictoires, des injonctions paradoxales. La politique globale auquel ils sont soumis les pousse quand même toujours à augmenter la productivité du travail, à faire des économies d'échelle en augmentant les tailles d'exploitation, les tailles aussi de parcelles, et à se spécialiser. Pour l'instant, on en est toujours à une politique qui pousse à la spécialisation. Vous avez dit aussi que pour développer l'agroécologie, il fallait s'adapter au maximum aux conditions locales. Quelles sont les politiques qui permettent une adaptation aux conditions locales, notamment dans la loi d'avenir? C'est ça qui est important. C'est ce changement de politique en même temps que le changement de mentalité. Merci. Monsieur Brun. Après, ce sera François Denis. Alors, c'est une question qui est assez complexe parce que quels sont l'ensemble des politiques, des signaux qui s'appliquent à un agriculteur? Et évidemment, on ne va pas du jour au lendemain tout révolutionner. Mais l'objectif, la réponse que j'ai envie de vous donner est en lien avec le premier propos que je vous ai tenu. Notre point de départ, c'était de dire que si on fixe un cap, progressivement, comme vous mettez un champ magnétique, progressivement, vous avez toutes les boussoles qui vont s'y mettre. Alors, au départ, évidemment,
il y a un certain nombre de boussoles qui ne sont pas orientées dans ce sens-là. Et quand vous êtes sur une politique qui est non normative, qui n'a pas de moyens financiers, puisque je ne l'ai pas dit, mais le projet agroécologique, contrairement à des devanciers célèbres, n'a à zéro moyens financiers, vous êtes sur le temps, la conviction, la diffusion des choses pour changer. Évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain que vous avez tous les signaux. Pour autant, par exemple, sur la nouvelle PAC, on va changer de PAC après 2020. Dans les réflexions qu'on a conduites au sein du ministère de l'Agriculture et qu'on va essayer de porter au niveau européen, il y a des réflexions sur comment essayer de faire en sorte que demain, la PAC soit plus incitative à ce type de système. Alors, on ne va peut-être pas y arriver intégralement du jour au lendemain, mais on espère faire une marche assez intéressante dans ce sens-là. L'adaptation locale, la philosophie des GI2E, c'est une philosophie d'adaptation locale. Vous avez des projets ascendants, locaux, c'est le groupe qui se constitue de lui-même, avec des agriculteurs, avec éventuellement d'autres, qui va porter un projet, qui va recevoir une reconnaissance par l'État et avoir à ce moment-là bénéficier d'un certain nombre de choses. Les partenariats européens pour l'innovation, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est une politique qui est très intéressante, qui est un nouvel outil qu'on met en place là, depuis 2 ans, qui permet de mettre en relation des chercheurs, des conseillers impliqués dans la recherche-développement, des groupes d'agriculteurs, etc. et faire transiter les savoirs, les connaissances, les innovations, faire remonter du terrain un certain nombre de questions d'innovation locale et interroger la recherche là-dessus, et au contrario, faire redescendre un certain nombre de résultats, d'intérêts, de techniques. Donc ça, c'est des choses qui vivent totalement localement. Allez voir en Midi-Pyrénées, par exemple, ce qu'ils en ont fait, ils ont mis en place avec une impulsion assez forte. Il y a des expériences comme ça. Notre objectif, c'est qu'elles fassent école et que, comme un jeu de domino, elles s'enchaînent et elles gagnent en force progressivement. Vous ne pouvez pas envisager, à moins d'avoir des moyens considérables, d'arriver et vous avez toutes vos boussoles et d'un geste autoritaire, vous les réorientez toutes dans le même sens. Mais vous pouvez introduire une perturbation, entre guillemets, dans le système qui, progressivement, de proche en proche, va tout orienter le champ parce que vous avez donné une direction qui est connue par tous et vers lesquelles, progressivement, tous s'orientent. Les politiques de développement, l'action des chambres d'agriculture, les formations des agriculteurs, c'est des éléments qui sont déterminants. Mais quel est le pas de temps sur lequel ça joue? Donc évidemment qu'en 2 ans, on ne va pas avoir tout révolutionné. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une dynamique qui se poursuit. Tant que le mouvement se poursuit, je pense qu'on est sur la bonne voie. Merci, Jean-François. Jean-François Moll, et puis ensuite Michel Jacob. Jean-François Moll. Ma question s'adresse au professeur Berry. Ah oui, d'accord. Ma question s'adresse au professeur Berry. Je trouve que vous ouvrez les perspectives de création de connaissances sur les sols, leur fonctionnement, l'association de culture, qui ont des perspectives fascinantes. Mais j'ai cru sentir, ça je dois vérifier dans votre exposé, des effluves de non-dits. Alors, qu'est-ce que j'appelle les effluves de non-dits? Vous avez dit à un moment, si vous voulez intéresser les étudiants, mieux vaut pas leur parler de Gründer. Vous avez dit aussi, le risque est de se focaliser sur les agricultures sympathiques. Est-ce qu'il y a une doxa dominante qui ferait que la liberté critique ou la liberté de créativité serait limitée? Parce que si la réponse est positive, c'est inquiétant à un double titre. D'abord, pour notre compagnie pour lesquelles la liberté d'esprit, la prise de recul et l'esprit critique sont quand même un des fondements. Discuter de l'agroécologie sans remettre en cause la doxa est embêtant. Et puis, pour rejoindre ce qui a été dit précédemment, comme la réalité et l'évolution de la réalité se fichent de nos sentiments et de nos doxas, s'ils ne sont pas fondés sur des analyses réelles, on risque, quand on fera notre séance plénière dans le printemps, qui sera sans doute là-haut, de se dire, mon Dieu, l'agriculture a très mal évolué parce que la réalité s'est fichue de notre doxa et de ce qu'on pensait de façon sympathique. Mais en réalité. Merci. Évidemment, c'est des pauvres. Ouais. Je vois bien votre question, mais peut-être je me suis mal exprimé. Je l'ai présenté comme un questionnement que j'ai dans un contexte où
Le temps consacré aux enseignements d'agronomie dans nos écoles n'a fait que diminuer au cours des années que j'ai connues, hein. Les dernières évolutions avec reconcentration de la formation collective pour tout le monde sur une année. Moi, par exemple, j'ai 2 heures pour expliquer ce que c'est qu'un système de culture à des étudiants en première année. Donc ça, c'est un fait. Dans le même temps, il y a aussi une appétence au-delà même des étudiants, de la société, pour ces agricultures que j'appelle sympathiques et que moi j'utilise dans mon enseignement comme source d'inspiration, comme source de réflexion sur le fait de remettre un peu les choses à plat. Par exemple, regardez quels sont les principes de système de permaculture, par exemple, permet d'abord de se reposer la question de est-ce qu'on pourrait faire ça dans l'agriculture? Dans le même temps, là où je pense qu'il y a un garde-fou, c'est qu'on enseigne à la conception de systèmes. Donc là, il y a une réalité qui fait que l'efficience du travail, que la productivité, la rentabilité économique, etc., ramènent très vite les questions de non seulement comment je fais, jusqu'où je peux aller dans la recomplexification des systèmes. Et si je vous ai présenté le colloque qu'on présente, c'est que je pense qu'une des questions centrales, ça va être celle-là. Quelle place vont prendre les intrants et je mets dans les intrants la main-d'œuvre aussi bien que les engrais, qu'ils soient organiques ou minéraux, et les produits de protection des plantes, qu'ils soient de biocontrôle ou de synthèse. Et je pense que c'est la question centrale auquel on est confronté dès qu'on veut aller sur le terrain. Donc je pense que cette posture de formation à la conception de systèmes devrait, j'espère, hein, éviter le risque dont vous parlez. Mais bon, c'est une réalité aussi, il faut tenir compte du public d'étudiants qu'on a. Hein. Un principal challenge, c'est de les intéresser à l'agronomie. Si je commence avec un champ de maïs, etc., ce n'est pas le plus intéressant. Mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas de leur enseigner comment on raisonne un apport d'engrais sur une culture. Moi, je suis Michel Petit. C'est bien moi. Oui, pardon. Oui, je suis moi. C'est pas droit. J'aimerais interpeller Bernard Hubert et Jacques Derry sur les enjeux scientifiques. Approfondir un peu les enjeux scientifiques. Et je vais faire un petit détour avec votre permission, Monsieur le Président, pour préciser ma question. Parce que ce que je crois, c'est que le défi pour davantage approfondir les enjeux scientifiques, c'est l'interaction avec les enjeux idéologiques. Mot qui, un peu à ma surprise, n'a pas été, je crois, employé jusqu'à maintenant dans la session. Alors, il se trouve, petite anecdote personnelle, que j'étais dans la gouvernance du CGIA quand Miguel Altieri y est rentré. C'était en 1995. Miguel Altieri y est rentré en tant que président d'un nouveau comité consultatif qui était le comité des ONG. Ce qui veut dire que c'était clairement dans le sens premier que nous a exposé Pierre Benoît, à savoir que c'était l'agroécologie portée par un mouvement social, la petite agriculture. Alors, pour provoquer un peu les deux intervenants, interpeller, je suis frappé qu'un de nos collègues, un membre de notre compagnie, mais qui est quand même très célèbre, Marc Dufumier, dit et prononce avec beaucoup de fermeté que l'agriculture biologique pourrait nourrir le monde. Je pense que moi je pense qu'il ne sait pas, parce qu'il ne peut pas dire qu'il sait, moi non plus d'ailleurs. Et du coup, je trouve que cette simple question, prosaïque, qu'on retrouve dans le débat commun, nous interpelle. Et c'est un peu cette interpellation que sur laquelle je voudrais que vous réagissiez. Merci. Merci. On enchaîne avec les questions de Porto. Une dernière question, hein, si on vous plaît. Je crois qu'on en a d'autres encore. Je crois pas. On n'a pas beaucoup vu l'animal dans les exposés, on l'a vu à travers le lombric, à travers la belle abeille, on a vu la notion de génétique animale. Est-ce que au niveau des formations, dans cette agroécologie, on utilise bien les nouveaux systèmes d'élevage, etc. Est-ce que c'est bien inculqué au niveau de la formation?
que l'animal est bien intégré dans tous ces systèmes. On a parlé d'intrants pour l'animal, l'alimentation, mais est-ce que le système d'élevage est bien intégré? Vas-y, réponds. Sur la dernière question. Oui. Oui, je pense que la question de Michel Petit, peut-être qu'on peut la reprendre plus globalement répond là. La caractéristique, c'est quand même nos écoles restent construites autour. Il y a quand même des enseignements sur l'élevage, sur l'agronomie, etc. Même s'il y a eu beaucoup de diversification des disciplines. Donc, si vous aviez appelé un prof de zootechnie aujourd'hui, je pense qu'il vous tiendrait un discours assez similaire au mien, c'est-à-dire comment intégrer, utiliser ce qui se passe en agroécologie pour répondre à des enjeux qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus diversifiés que ça. Et il y a beaucoup de travaux sur l'interaction animale-agriculture à l'échelle d'exploitation des territoires. Merci. J'ai envie de poser une question, ce sera la dernière. Non, on va répondre à Michel. Qui est la suivante. J'avais beaucoup appris en agronomie avec beaucoup de Michel Séguillotte et de sa relance agronomique, et j'essaie de voir qu'est-ce qui a fondamentalement changé par rapport à la société. Et il me semble que je vois un certain nombre de permanences, le sol, l'importance du sol, le travail, c'est l'homme l'interreproduit, le travail de l'homme, les intrants. Et à partir des intrants, c'est là où je me pose une question. J'ai un de nos confrères, qui est Christian Maréchal, qui m'expliquait qu'il y a quelques dizaines d'années, les indicateurs de vente d'engrais servaient à mesurer le progrès en agriculture. Et ça, je trouve ça extrêmement frappant. Parce que qu'est-ce qui a changé dans tout ce système? Est-ce que ce ne sont pas les externalités qui étaient non présentes et qui d'un coup apparaissent? Externalités positives, alors là, ça mettra un bon moment avant d'être rémunéré, stockage du carbone dans les sols, paysage. Externalités négatives, pollution sur les intrants, changement climatique, adaptant nos pratiques, réduction de la biodiversité. Est-ce que finalement, tout ceci n'est pas la même agronomie avec un facteur en plus qui sont la prise en compte de ces externalités et qui finalement bouleversent le système? Alors je ne sais pas si ma question s'adresse à l'agronome ou à l'économiste, c'était une question. Oui, en fait, Jacques l'a dit, l'agronomie systémique a beaucoup de points communs avec l'agroécologie. Et d'ailleurs, dans les analyses sur le manque de prise de l'agroécologie en France par rapport à d'autres pays, c'est une explication. En fait, ça existait déjà sous d'autres formes. Donc, il me semble que ce qui change, c'est peut-être un mouvement et une volonté. Et quand on voit certains projets, certaines pratiques d'agroécologie, ce qui est intéressant, et ça reste à confirmer, mais c'est que l'agriculteur redevient agronome. Alors ça peut paraître un peu naïf de dire ça dans cette assemblée, mais s'intéresser au sol, reprendre la terre, refaire des profils régulièrement et avoir un autre rapport à la matière organique. Alors la matière organique, on la mesure tout le temps, mais un rapport beaucoup plus actif à la matière organique. En fait, moi je trouve sur le terrain, et quand je vois dans le sud-ouest de nombreuses initiatives, c'est vraiment intéressant de faire de l'agronomie aujourd'hui sur le terrain. Donc ça, c'est quelque chose qui change, et le fait que les agriculteurs redeviennent des acteurs centraux dans le processus d'innovation. Conclusion par Bernard Vert, puis oui, là, c'est bon. Oui, de toute façon, je pense qu'une des idées qu'on avait dès le départ en proposition, c'est
cette initiative vient de la section 4 pour parler de légitime, pour parler de cette question. Ceci étant, je trouve que la manière dont ça a permis de faire le débat aujourd'hui montre que c'était des apports qui n'étaient pas tout à fait limités et qu'on pourrait donc déboucher pour aller plus loin. Bon, pourquoi ça? Alors moi, ce que j'ai envie de dire, je vais quand même rebondir sur la question de Michel. Bon, c'est vrai que c'est toujours les autres qu'on accuse d'idéologie, mais qu'est-ce que c'est qu'une idéologie si ce n'est de ne pas avoir la réflexivité suffisante sur ses propres valeurs? Et là, ce que j'entends, moi, les trois discours, enfin, bon, je commence à interpeller la recherche, comment ça pose la question de la formation, qui a été très bien repris, justement, à la fin dans ces échanges-là sur la formation, parce que Jacques nous dit, bah oui, mais les élèves d'aujourd'hui, ils ne sont pas dans les mêmes systèmes de valeurs, les mêmes projets que ceux qu'il pouvait y avoir il y a 20 ans, il y a 40 ans. Bon. Et ils sont dans un autre monde, soumis à d'autres exemples, d'autres tensions, d'autres discours, d'autres débats, bon, on peut appeler des externalités, mais bon, qui sont aussi une externalité changement climatique. Je veux dire, bon, on est aussi confronté à un cadrage national, international, onusien, qui nous rappelle que on a depuis 40 ans des points de vue, des conventions, des enjeux, des débats sur ce qui se passe sur la planète. Mais les politiques publiques, moi j'ai trouvé ça quand même aussi une façon de revisiter. Moi ce que j'entends dans l'ensemble de ces exposés, y compris sur la politique publique, c'est effectivement revisiter la manière dont on s'est engagé dans la production de connaissances et sur l'instrumentation. Ce qu'on dit là, je vais formuler différemment, je vais dire sur l'externalité ou la question qui a été posée sur l'élevage et la place de l'élevage là-dedans. Oui, bah oui, je veux dire, si on se remet à parler sol, si on se remet à parler, bon, et puis l'élevage, c'est l'exemple même de la production fondée sur l'énergie solaire. Hein. Je veux dire, l'élevage, ça transforme la photosynthèse en force de travail, en viande, en lait. Bon, on revient aussi à des fondamentaux qu'on avait peut-être un peu oubliés. L'élevage, c'est pas uniquement fait pour transformer des pellets de soja venus de l'autre bout du monde. Bon. Est-ce qu'on n'est pas en train de réinterroger la manière dont on a réduit le pilotage du vivant, pour revenir à la question de départ quand même, voilà. Et dont on a, pour moi, c'est ce que j'appelle le modèle industriel au sens, on a conçu la production à partir du vivant comme on conçoit la conception d'une usine, avec des entrants, un process de transformation et des extrants. Et là, on est en train de réouvrir la boîte noire et puis de se dire, mais travailler avec le vivant, peut-être qu'en s'y prenant comme ça, on a oublié plein de choses à côté, on va appeler les externalités, qui sont des externalités par rapport à cette vision. Qui, si on les remet ensemble en interaction, ne sont plus des externalités. Bon, voilà, ça fait partie du système. Je trouve, si c'est ça qu'on se donne, pourquoi est-ce qu'on ne rediscuterait pas de ça? Donc, ce n'est pas une façon de revenir sur les idéologies, c'est une façon aussi de reprendre ensemble faits et valeurs, quoi, hein, et de ne pas les dissocier, et de se dire comment est-ce qu'on a conçu la manière dont on a fait les choix qui ont été les nôtres jusqu'à présent, qui du coup ont des conséquences qui ne sont plus les mêmes, qui sont plus socialement appropriées de la même façon, qu'on va même jusqu'à dire les politiques publiques, après tout, elles doivent aussi se faire en réouvrant les débats et en sortant d'une vision où on va donner des solutions pour quelques années. On évoquait, la semaine dernière avec Michel Petit, une session de formation, tu avais toi-même employé la métaphore du treadmill, hein, de l'écurail dans sa roue. Hein. Bon, il y a un moment là où on est en train de se dire, bon, on sort de la roue, mais du coup, il ne faut pas aller n'importe où, il ne faut pas aller n'importe quoi. Donc c'est vrai que nous, on a essayé de dire, voilà un peu ce qui se passe. Il se passe une remise en question ou une rediscussion. Et on a bien dit agroécologie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément l'agronomie qu'on veut revoir. Hein. C'est comment aussi les progrès des connaissances et les articulations entre disciplines, comment est-ce qu'on peut surmonter ça, hein, pour concevoir autrement
les choses qu'on met à l'agenda de la recherche, de l'enseignement et de l'implémentation de la mise en œuvre des règles de politique et des systèmes de normes. On pourrait imaginer de se donner les moyens de travailler ça un peu plus profondément avec justement les gens qui ont plus les compétences dans le technique, dans le spatial aussi, hein, parce qu'on a bien dit, c'est aussi, ça, je trouve que ça a été très bien introduit par la question sur la restauration des sols et l'irrigation. Bon, tout ça, c'est dans des espaces avec des proximités, avec des flux, avec des relations, des hauts, des bas. Bon, comment est-ce qu'on conçoit finalement un projet qui soit fondé sur des complémentarités et des solidarités et pas sur un modèle unique qui génère quand même en grande partie de l'exclusion ou de l'inégalité dans un grand nombre de situations. Et en même temps, l'idée que ça puisse se débattre sur la conception de ce que seront finalement les cadres intellectuels d'une politique publique différente et appropriée, c'est plutôt engageant. Enfin, ça pourrait donner envie de ce que pourrait être une contribution d'une compagnie comme celle-là. Le jeu est ouvert, et on se dit bien que les horizons politiques sont incertains. Donc, construisons, enfin, je veux dire, les fondations, les briques qu'on peut amener, peut-être qu'il faut vraiment en profiter. Et ouvrir cet espace-là, une attente intellectuelle à la conception des politiques publiques, c'est pas tout le temps. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas louper de le faire en situation. Ici, et puis là où on est aussi avec les partenaires. Mais on rouvre les choses, on ne les ferme pas. Bon, voilà, mais je vous invite, et puis on pourra en discuter avec le bureau, le président, de poursuivre la discussion en élargissant la conception du travail avec les sections. Je pense que ça va, je veux dire, et il faudra que ça aille jusqu'aux forêts, parce qu'elles sont bien dans l'espace, justement. Et là, en France, ça peut se poser comme ci, comme ça. Mais bon, c'est vrai que moi, j'étais hier au Brésil, donc les enjeux de la relance de l'agriculture, elle va se faire sur les espaces des forêts qui ont été détruites, qui ont été secondarisées, qui ont été dégradées. C'est là qu'il va jouer des choses, sur des modèles qui vont être autre chose que l'élevage extensif de bovins, mais sur la réflexion de modèles combinés. On va mettre de l'élevage, des productions ligneuses et des productions herbacées ou des lianes. Bon, voilà, je pense qu'il faut y aller ensemble et que c'est peut-être une chance d'une compagnie comme celle-là d'avoir toutes ces compétences-là, plus non seulement des compétences, mais d'expérience, et contribuer à un débat qui semble être ouvert. Je voudrais juste aussi remercier nos intervenants. Je leur remercie Guillaume parce qu'il y a beaucoup de choses à l'agenda du ministère de l'Agriculture et de son bureau cette semaine. C'est un gros effort pour lui de maintenir son engagement d'être avec nous. Sur les autres, je dirais rien de plus qu'il y en a qui viennent pour l'autre de Montpellier et qu'avant-hier, tous les trains étaient annulés. Mais ils sont là, ils sont venus, des topos préparés. Merci, chapeau, et merci aussi à notre secrétaire de section pour nous avoir soutenus depuis l'origine. Et je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui si vous n'avez pas fait garder le moral. Merci.